Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les combats continuent à l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements opposent les forces armées régulières aux rebelles du M23, poussant des centaines de milliers de personnes à fuir les zones dévastées. Focus à suivre dans ce journal sur l'essor du secteur du BTP en Afrique. Nous prendrons la direction du Cameroun où les entreprises locales luttent pour s'imposer face aux puissantes firmes étrangères. La jeunesse gabonaise frappée de plein fouet par le chômage et le sous-emploi. Pour y faire face, le gouvernement annonce vouloir renforcer les dispositifs destinés à faciliter la création des petites et moyennes entreprises. Il dénonce des dérives autoritaires. Des centaines de Sénégalais membres de la diaspora ont manifesté ce samedi à Paris à l'appel du PASTEF, le parti de l'opposant Ousmane Sonko, dans leur pays d'origine. À l'approche de la présidentielle de février 2024, le climat politique est tendu. Des opposants au président sortant, Macky Sall, et des défenseurs des droits de l'homme dénoncent régulièrement un recul des libertés avec une multiplication des arrestations et des poursuites à l'encontre de personnalités et sympathisants de l'opposition. Il y a aussi l'interdiction des manifestations. Les tensions restent vives à un an de l'élection présidentielle, des tensions qui soulignent également l'incertitude entourant la succession du chef de l'État Macky Sall qui laisse jusqu'à présent planer le doute sur un éventuel troisième mandat, ce que lui interdit l'actuelle constitution. Il faut un accord d'ici à la mi-juin sur l'organisation des élections présidentielles et législatives. C'est l'appel lancé ce samedi à Tripoli, en Libye, par Abdoulaye Bathily pour l'émissaire de l'ONU. Si ce délai est respecté, il sera alors possible d'organiser ces élections d'ici à la fin de l'année, des élections donc avant fin 2023. Mais pour y parvenir, il faut sortir de la crise politique. Le chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye exhorte alors les deux pouvoirs rivaux à mettre fin aux dissensions afin de mettre un terme à l'impasse dans ce pays où deux gouvernements se font face. Depuis l'annonce de l'annulation des élections initialement prévues en 2021, la Libye qui peine à sortir de la crise demeure dans l'attente de ces élections censées mettre fin à une décennie d'instabilité politique. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies était à Kinshasa depuis jeudi pour une visite de 3 jours en République démocratique du Congo, où les combats font toujours rage à l'est du pays. Une visite qui s'achève ce dimanche afin d'évaluer la situation sécuritaire en RDC ainsi que la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. C'est un sujet de la rédaction. Le gouvernement congolais exhorte l'ONU à renforcer le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. La MONUSCO est présente en RDC depuis 1999 et compte près de 16 000 soldats de la paix. Cet appel des autorités congolaises est lancé alors qu'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies poursuit depuis ce jeudi une visite de 3 jours dans le pays afin d'évaluer la situation sécuritaire et la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne. La priorité des priorités, c'est la restauration de la paix et de la sécurité. Pour y arriver, il faut mettre fin à l'agression contre la RDC et aux aventures meurtrières, criminelles du M23, avec le soutien de l'armée rwandaise. Cela nécessite la mise en œuvre du plan d'action, du plan de paix de Luanda-Nairobi, qui a été avalisé par les chefs d'État de la région et par les Nations Unies. Cela nécessite également que la MONUSCO soit réajustée. Si on veut avoir une MONUSCO qui travaille, qui soit légitime aux yeux des Congolais, il faut revoir, muscler son mandat et lui donner des moyens qu'il faut. Un appel à l'heure où l'Est de la République démocratique du Congo connaît une recrudescence des attaques des groupes rebelles, dont le M23, qui a repris les armes fin 2021. Et malgré le cessez-le-feu qui devait s'engager mardi dernier, les affrontements continuent entre l'armée régulière et les rebelles. Nos partenaires sont alarmés par les déplacements massifs de personnes consécutifs aux violents affrontements qui opposent les rebelles aux forces armées. Au cours du seul mois de février, près de 300 000 personnes ont fui à travers les territoires de Rutshuru et de Massissi dans la province du Nord Kivu.
Plus de 5500 personnes ont également traversé la frontière vers le Rwanda voisin depuis janvier et 5300 autres hommes, femmes et enfants vers l'Ouganda. Ces violences compromettent la sécurité au niveau des frontières. Au cours de l'année écoulée, plus de 800 000 personnes ont été déplacées, notamment vers les provinces du Sud Kivu et de l'Ituri. Les combats font rage. Ils sont orchestrés par le M23. Des rebelles qui, malgré la présence des forces militaires pro-gouvernementales, se rapprochent progressivement de Goma, la capitale régionale du Nord Kivu, où de nombreux déplacés avaient trouvé refuge. Sachez que face à la crise humanitaire, un avion d'aide européenne d'urgence est arrivé vendredi dernier à Goma. Un autre est attendu mardi prochain. Cette aide entre dans le cadre du pont aérien humanitaire annoncé par l'Union européenne le 4 mars dernier, une initiative soutenue par la France. Le secteur du bâtiment et travaux publics joue, avec celui de l'immobilier, un rôle clé dans l'économie de plusieurs pays, notamment en Afrique. La filière affiche un dynamisme qui se traduit par l'émergence de nombreux chantiers. Mais cette dynamique profite-t-elle pour autant aux entreprises locales ou alors ce sont surtout les entreprises étrangères qui profitent le plus du marché du BTP? Élément de réponse au Cameroun dans ce sujet de Laetitia Mebenga. En Afrique, l'industrie de la construction est en plein essor. Selon les données du Border Intelligence, elle devrait connaître une croissance de plus de 5,5% entre 2022 et 2027. En effet, les pays africains investissent massivement dans des projets de construction, une situation qui fait du secteur l'un à la croissance rapide du continent, qui contribue grandement à l'emploi. Seulement en Afrique, les entreprises locales peinent à s'imposer sur ce marché. Au Cameroun, par exemple, le phénomène serait récurrent. Les grands marchés sont confiés à des firmes étrangères. Ceci malgré les multiplications depuis quelques années de structures et de main-d'œuvre locale qualifiée. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers du savoir-faire de nos ingénieurs, architectes et techniciens. Quels que soient les produits importés, nous avons désormais la capacité de faire des installations respectant les normes européennes en faisant des adaptations locales. Il est important de faire confiance à la jeunesse. De la construction à la rénovation, on peine à déceler une différence entre le savoir-faire local et les résultats donnés par des entreprises européennes, américaines ou encore asiatiques. Pourtant, la présence des investisseurs nationaux reste marginale. En effet, selon le groupement interpatronal du Cameroun, 10 000 entreprises auraient été identifiées comme ayant obtenu au moins un contrat depuis 2010. Mais ce chiffre ne traduit pas la réalité des acteurs en service dans la profession à cause du fort taux de mortalité des entreprises de ce secteur. Chaque année, des milliers d'ingénieurs sortent des écoles de formation sans l'opportunité d'exprimer leur savoir-faire. Nous remarquerons même que les entreprises étrangères, quand elles arrivent pour gagner des marchés ici, 95%, pour ne pas dire 100% de la ressource est locale. Et difficilement vous verrez des étrangers sur les sites. Ce secteur au Cameroun serait pourtant en hausse de 0,6% au deuxième trimestre 2022 selon l'Institut national de la statistique. Le marché de la construction dans le pays bénéficie pourtant de l'abondance et de la qualité d'une main-d'œuvre locale, jeune et qualifiée. Au Gabon, les jeunes actifs continuent de faire face au chômage. Ils sont nombreux dans cette situation sur un marché qui offre peu de perspectives. Certains se tournent alors vers l'entrepreneuriat, mais il n'est pas facile d'accéder au crédit pour pouvoir se lancer. Le gouvernement se dit engagé sur la question. Les précisions de Corinne Kamseux-Eoné. Dans son rapport sur le nouveau cadre de partenariat pays du Gabon pour la période 2023-2027, la Banque mondiale situe le taux de chômage général à 22% et 38% chez les jeunes. Des observateurs estiment par ailleurs qu'entre 2017 et 2021, 16 721 emplois publics et privés ont été perdus au Gabon. En cause, le gel des recrutements dans l'administration publique, le non-remplacement des départs en retraite ou encore le recul de l'investissement public depuis 2017, mais aussi la crise engendrée par la pandémie du Covid-19. Pour faire face au fléau du chômage, le ministre du Commerce et PME propose une stratégie qui s'articule autour de l'entrepreneuriat. Nous avions pensé que
la petite et moyenne entreprise qui est la solution pour pouvoir répondre aux problèmes d'emploi des jeunes, parce qu'il faut aller à l'autonomisation des jeunes et à l'auto-entrepreneuriat des jeunes, il y avait 3 préoccupations qu'il fallait répondre. Première préoccupation, c'est la structuration de la petite et moyenne entreprise. Deuxième préoccupation, c'est l'accès au marché de la petite et moyenne entreprise. Parce que c'est elle qui crée la richesse, c'est elle qui crée l'emploi. Et troisième préoccupation, c'est l'accès au financement. Lancé dans une dynamique de diversification de son économie, le Gabon multiplie les initiatives en vue d'intégrer le plus grand nombre d'acteurs dans le tissu économique. Des initiatives en l'état du package social qui va bénéficier à au moins 100 000 micro-entrepreneurs, lesquels seront orientés vers des incubateurs, ambitionnant ainsi de structurer tous les secteurs d'activité. Nous avons pu mettre en place des instruments. Donc les incubateurs ont été mis en place, d'abord par le gouvernement et puis avec le soutien de l'Union européenne, où dans le cadre du programme CAP sur l'autonomisation des jeunes, il y a eu 9 incubateurs qui ont été mis en place. Ces 9 incubateurs vont aider à mieux structurer la petite et moyenne entreprise. Deuxièmement, il y a eu la maison de l'auto-entrepreneur qui a été mise en place. Tous ces outils concourent effectivement à pouvoir changer le logiciel mental de la jeunesse pour dire que ce n'est plus forcément la fonction publique qui est la solution, mais la solution, c'est aussi l'entrepreneuriat. À quelques mois du triple scrutin présidentiel, législatif et municipal, de nombreuses offres politiques ambitionnent de réduire considérablement le chômage. Un pari qui peut être gagné au regard de l'abondance des ressources naturelles du Gabon, son emplacement stratégique, les perspectives qu'offre l'économie verte. Cependant, il faudra en amont restructurer l'offre de formation tant scolaire que académique qui doit s'harmoniser avec les besoins techniques et technologiques réels de ce pays d'Afrique centrale. La Basketball Africa League, la 3e édition a démarré ce samedi 11 mars au Sénégal. Au programme, 38 matchs répartis entre Dakar, Le Caire en Égypte et Kigali au Rwanda. Tous entrent dans le cadre de ce grand événement dédié au basketball africain. La Ligue africaine de basketball, qui en à peine 3 ans s'est imposée en Afrique comme le tournoi majeur des clubs. Pendant 10 jours, la Dakar Arena du Sénégal va vibrer au rythme du ballon orange. En effet, la 3e saison de la Basketball Africa League démarre ce samedi 11 mars 2023. La compétition s'ouvre avec le premier match de la conférence du Sahara entre l'AS Douanes du Sénégal et l'Abidjan Basket Club de la Côte d'Ivoire. Au-delà de l'aspect organisationnel, un niveau de qualité de jeu à la hauteur de la compétition sera au rendez-vous à l'image des 2 dernières éditions. Le niveau de la compétition, c'est quelque chose qui nous rend très fiers en termes de qualité du jeu. Nous voyons que le niveau monte et ce niveau va encore une fois pour cette saison 3 encore monter plus haut à cause de la combine que nous avons organisée à Paris au mois de janvier, mais surtout le programme Elevate que nous faisons revenir. Cette année, nous avons organisé une draft où les meilleurs éléments de la NBA Academy Africa ont l'opportunité de continuer leur formation en gagnant de l'expérience, en jouant à côté des meilleurs joueurs de l'Afrique. Nous allons continuer à bâtir cette ligue, d'en faire une ligue professionnelle de classe mondiale, mais aussi une ligue de divertissement. Pour sa part, le président de la FIBA est convaincu que la conférence du Sahara atteindra un niveau encore plus élevé que la saison dernière, espérant que les équipes montreront tout leur talent qui leur a permis d'être dans la compétition. Nous sommes à FIBA ravis de ce qui promet encore d'être une autre saison de Basketball Africa League exceptionnelle. À en juger par la qualité des équipes qui se sont qualifiées lors des tournois qualificatifs Road to Ball en 2022, organisés précisément en octobre et en novembre 2023, augure de la qualité que nous allons donc avoir au cours de cette conférence du Sahara à Dakar. Au total, 38 matchs se disputent sur une période de 3 mois. Aujourd'hui, le nombre de pays représentés dans la compétition est passé de 16 à 18. 5 clubs vont découvrir la balle cette édition. Kwara Falcons du Nigeria, Abidjan Basket Club de la Côte d'Ivoire, Stade Malien du Mali, Al Ahly d'Égypte,
et City Oilers de l'Ouganda. Les Lionceaux du Sénégal ont remporté ce samedi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans en battant la Gambie 2-0. C'était donc ce 11 mars au Stade international du Caire en Égypte. C'est la première victoire des juniors dans ce tournoi. Un nouveau sacre pour le Sénégal après la CAN 2022 et le CHAN 2023. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.